Alors, nous allons reprendre pour la 4e table ronde. Et donc, il y a bien un modérateur que je vais présenter et 3 intervenantes, dont une intervenante qui intervient en ligne, mais comme je viens de le signaler, elle a une obligation d'enseignement jusqu'à 16h30 et donc nous rejoindra et doit de toute façon donner son intervention en ligne. C'est dit. Alors voilà, donc nous passons à l'après, en quelque sorte, et à la construction de la notion de juste, à la mémoire de la notion de juste, mais je ne me substitue pas au président de séance qui dira les choses bien mieux puisqu'il s'est préparé lui. Laurent Larcher, modérateur du journal La Croix, où il est depuis 2007, a été, je l'ai noté, l'auteur d'un ouvrage sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et ce qui nous intéresse et nous importe aussi beaucoup à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dans la mesure où nous soutenons année après année des recherches, notamment des doctorants qui travaillent sur la thématique, et c'est pour ça que je voulais le noter. Et aussi et surtout, peut-être aujourd'hui, je dirais qu'il est, malgré tout, le co-auteur, avec Jacques Semelin, d'un ouvrage qui a été montré tout à l'heure, qui est cette énigme française, pourquoi les 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés, qui est paru chez Albin Michel cette année. Et voilà, je vous passe la parole à nouveau pour le temps imparti. Donc, l'horaire ne figure pas sur le programme, mais en gros, nous visons 17h45 pour la fin de la séance, pour qu'on ait encore un moment de respiration avant l'échange conclusif. Laurent, à vous. Merci. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci à tous, merci au Mémorial, à la Fondation, au Bernardin, et surtout à Serge Karsfeld, bien sûr, d'avoir eu le courage d'organiser cette journée. En cette année, de la commémoration de la Ralph du Veldiv, effectivement, il était aussi intéressant peut-être de travailler l'ensemble du spectre de la question de cette tragédie de l'année 42. Donc on va parler des justes, j'en parle avec beaucoup je suis très intimidé, et vous voyez sans doute, vous l'entendez sans doute dans ma voix, même j'en tremble, d'autant que je crois qu'il y a Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem, qui est parmi nous. Me voilà donc absolument réduit et tétanisé encore plus pour essayer d'organiser une table ronde sur la question des justes. Merci Sarah. Donc, juste un mot quand même avant d'introduire nos invités. Si on va sur le site de Yad Vashem, on constate qu'aujourd'hui, du moins au 1er janvier 2021, il y a 27 921 justes parmi les nations. Sur ces 27 921, l'historien représentant les Pays-Bas est revenu là-dessus, mais ces chiffres n'étaient plus tout à fait exacts, puisqu'effectivement, les Polonais sont les premiers. Aujourd'hui, 7177 Polonais sont justes parmi les nations. La seconde nation est la Hollande. 5910 Hollandais ont été reconnus comme justes parmi les nations. Et effectivement, la troisième nation est la française, du moins les Français, à hauteur de 4150. Donc voilà de qui on va parler. On va évidemment élargir notre propos, on va interroger cette notion de juste parmi les nations, à la fois d'où elle vient, pourquoi elle est nécessaire, est-elle nécessaire, mais également, comme c'est une notion qui a aussi une histoire, elle a aussi une mémoire, et interroger ce qui fait peut-être aussi sa singularité, mais aussi peut-être écran à d'autres questions qu'on doit aussi sans doute interroger. Mais voilà, c'est des pistes, mais d'abord et avant tout, écoutons nos invités. Alors je me tourne vers vous, Sarah Gunberger. Vous serez la première à prendre la parole. Vous êtes donc sociologue, politiste et historienne, et directrice de recherche au CNRS. Votre spécialité est la question des rapports entre la mémoire et politique. Et vous avez écrit évidemment de nombreux livres, mais parmi les livres qui méritent ici d'être cités, tous méritent ici d'être cités, bien entendu, mais celui qui concerne vraiment notre question est le suivant, Juste de France, politique publique de la mémoire, qui a été publié aux presses de Sciences Po en 2010.
Vous allez donc, le titre de votre communication est le suivant: « À la recherche des justes de France entre individus et collectifs ». Que je peux avoir à la présentation. Voilà, parfait. Merci beaucoup de cette introduction. Avant de commencer mon intervention, je voulais remercier les organisateurs et notamment Dominique Trimbure de m'avoir proposé de revenir un peu à mes premiers amours, puisque ça fait un moment déjà que j'ai travaillé sur cette question de la mémoire des justes parmi les nations, parce que j'ai soutenu une thèse de sociologie en 2006. Je n'ai pas peur de dire l'année, où je retraçais en fait la genèse de la diffusion de la catégorie de justes parmi les nations en France pour parler de la Shoah, de l'histoire de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, pour échanger, par exemple pour comprendre pourquoi ici on est réunis autour de ce terme-là, ce qui n'aurait pas été possible à toute une période de l'histoire en France. Et donc alors, je ne pourrais pas traiter toutes les questions que j'aborde dans ma thèse et sur lesquelles j'ai travaillé depuis, puisque en fait, ma thèse va jusqu'à la panthéonisation de 2007. Et vous pouvez donc vous référer à l'ouvrage qui a été cité, aussi à l'ouvrage que nous avons co-dirigé avec Jacques et avec Claire Andrieux. Vous aurez beaucoup d'informations supplémentaires sur des cas étrangers. Ce que je voudrais dire en préalable par rapport à la table ronde qui vient de s'achever, c'est qu'en fait, beaucoup des réponses aux questions qui ont été soulevées, par exemple, pourquoi il y a ce décalage en Hollande, viennent aussi de l'étude qu'on peut faire dans l'après-guerre. Parce qu'on comprend, les justes parmi les nations ne sont pas nommés de manière sans raison, sans origine et sans dynamique, en fait. Ils existent et ils ont été nommés pour des raisons structurelles sur lesquelles je vais revenir. Donc, moi, je vais surtout commencer par la première période. Et je m'arrêterai aux années 2000 et en 2007, puisque je pense que Sébastien va aborder plus la question du devoir de mémoire qui est plus spécifique à la période contemporaine. Donc pour commencer mon intervention, je me suis permise de reproduire une citation d'un entretien. C'est le premier entretien que j'ai fait en fait dans ma vie de chercheuse, avec un ancien enfant caché, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Il est très impliqué dans les anciens de l'OSE. Et je n'oublierai jamais cet entretien. Et surtout, je ne l'oublierai pas parce que ce qu'il m'a dit lors de cet entretien, donc ces gens qui nous ont cachés n'ont pas tout de suite été nos justes, cela a même mis beaucoup de temps. Ils ont d'abord été nos cacheurs, puis nos sauveteurs, et puis seulement nos justes. Je pense que c'est dans cette dynamique du passage d'une catégorie à l'autre qu'il faut comprendre comment le titre de juste a pu se diffuser en France pour parler de l'histoire de la Shoah. Et il s'est diffusé avec un réel succès, puisqu'il vient d'être rappelé le nombre de justes qui ont été reconnus en France, mais cette reconnaissance, et Pierre-François Weil le sait très bien, parce que c'est le Comité français pour Yad Vashem qui a œuvré à cette évolution, est très tardive. Il y a longtemps eu très peu de justes en France. Donc les gens, physiquement, ils existaient, ils avaient agi, mais en tant que justes reconnus comme tels, en fait, on pourrait dire qu'on ne naît pas juste, on le devient, et on le devient au fur et à mesure d'un processus que je vais retracer pour vous aujourd'hui. Alors dire ça, ça ne veut pas dire évidemment que les Juifs qui ont aidé, disons, plutôt que les appeler les Juifs sauvés, les Juifs qui considèrent devoir quelque chose à des non-Juifs, ont attendu toutes ces années ou n'ont pas été reconnaissants. Et ça, c'est intéressant parce que la question du silence qui a été abordée dans les lettres ecclésiastiques précédemment, sa question est-ce que c'est une lecture privée, une lecture publique ? En fait, on la retrouve exactement dans la construction de la mémoire du sauvetage. Est-ce que c'est une reconnaissance, un remerciement public ? Public à quelle échelle ? À l'échelle de la reconnaissance de l'État d'Israël, à l'échelle de la reconnaissance de l'État français, à l'échelle d'une localité, à l'échelle d'un monde professionnel ? Ou est-ce que c'est une reconnaissance privée dans des relations interpersonnelles qui existent, qui sont fondamentales, mais que personne ne connaît ? Donc, je vous ai mis un exemple, mais il y en a des dizaines de ces exemples-là. C'est une reconnaissance publique du grand rabbin de France pour le père Bunel, juste après la guerre, au moment de sa mort. Donc, comment expliquer cette naissance tardive des justes en France et finalement leur qualification comme justes de France, puisque c'est à travers cette appellation qu'ils sont rentrés collectivement au Panthéon. Donc, si j'ai choisi comme sous-titre à mon intervention entre individu et collectif, c'est parce qu'en fait, tout au long de cette histoire de la diffusion du titre en France, on voit une tension entre à la fois reconnaître des individus
et les rapporter sans arrêt à des collectifs qui sont censés représenter. Alors, selon le point de vue historien qu'on va avoir sur cette interprétation, certains vont dire, ben voilà, il y a énormément de justes en France, mais il devrait y en avoir plus parce qu'ils représentent les 3/4 de la population non juive. D'autres les rapportent à tel groupe, ben, par exemple les chrétiens, par exemple tel groupe professionnel, etc. Et donc, il y a cette tension entre ce que les justes valent pour eux-mêmes, parce que c'est quand même toujours au final des actions individuelles qu'on reconnaît. Et ça, on pourra en reparler, mais la reconnaissance du Chambon-sur-Lignon ou la reconnaissance du village néerlandais, ce n'est pas des reconnaissances au titre de juste stricto sensu. C'est des reconnaissances collectives, mais qui sont ad hoc. Ça ne figure pas collectivement comme un titre de juste. Le titre de juste, c'est toujours un titre individuel. Voilà. Et ces collectifs-là, ils peuvent être, et ça va changer à travers le temps, divers. Et on va y revenir. Et dans ces collectifs-là, l'idée, la logique, c'est que les justes individuels finissent par incarner des groupes. Et c'est ce qu'on voit dans la plaque qui a été apposée au Panthéon en 2007, puisqu'il est question de ces justes qui sont censés incarner, qui sont une incarnation de qui ? Justement, selon les interprétations, mais la rhétorique dominante à partir du discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995, c'est quand même qui représente une partie majoritaire des Français, notamment avec l'utilisation récurrente de ce taux de survie important en France. Voilà, donc moi, ici, je ne vais pas revenir sur le débat historiographique, sur savoir si c'est pertinent de penser que les Français, dans leur majorité, ont été solidaires vis-à-vis des Juifs, puisque je ne m'exprime pas aujourd'hui comme historienne, je m'exprime comme sociologue. Je ne vais pas non plus donner mon avis sur savoir si lier les actes individuels à des significations collectives, c'est bien ou pas, parce que, contrairement à ce que parfois on dit de la sociologie, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de décrire et de comprendre, ce n'est pas de porter des jugements de valeur. Donc, je vais retracer tout simplement, je vais raconter une histoire. Et dans cette histoire, c'est intéressant parce que j'ai donc repris ma thèse pour préparer cette intervention. Et je me suis aperçue que dans le livre qui a été cité, il y a seulement un tiers de ma thèse. Et toute une partie de ce que je n'avais pas publié est justement liée à l'importance de l'investissement de tous ces sauveteurs chrétiens que vous avez cités dans votre intervention précédente dans une première phase de diffusion du titre de Juste en France. Et ça, c'est, je pense, assez intéressant. On comprend aussi, grâce à l'histoire que je vais vous raconter, pourquoi il y a eu une question de la modératrice, pourquoi on ne connaît pas plus ces sauveteurs juifs. Alors bien sûr, les gens qui connaissent l'histoire ou qui sont dans un milieu des anciens ZEI, etc., mais oui, on connaît. Mais c'est vrai que le grand public connaît probablement beaucoup moins, par exemple, Liliane Klein-Libert que Oskar Schindler. Liliane Klein étant une grande résistante juive. Mais la raison, c'est aussi parce que précisément le titre de Juste est construit dès le départ comme un titre qui ne peut pas reconnaître les Juifs. Donc ça, c'est important de le comprendre. L'origine du titre. Donc l'origine du titre, je pense que j'étais pas là toute la matinée, mais ça a dû déjà être précisé. Ça vient d'un terme religieux, de la tradition religieuse, du terme de Hasidea Umot Haolam, et qui désigne à l'origine des non-juifs qui respectent les lois juives. Et progressivement, à la période médiévale, ça en est venu à désigner les non-juifs qui sont bienveillants à l'égard des juifs, disons, qui, contrairement à l'ensemble de la société non-juive, ne les détestent pas et se comportent correctement vis-à-vis d'eux. Donc c'est bien des individus, on trouve bien ce rapport individu-collectif, qui sont des exceptions à la collectivité à laquelle ils appartiennent. Et c'est cette logique qui conduit le tout premier projet de commémoration de la Shoah qui voit le jour en 1942 dans l'Yishuv, le futur État d'Israël, donc le projet forgé par un homme qui s'appelle Mordechai Shenabi, à avoir recours à ce titre pour, parmi toutes les missions de commémoration qu'il envisage de créer dès 1942, il y a bien sûr la commémoration des disparus, des communautés détruites, mais il y a aussi la prévision de faire une salle spécifique pour honorer ces justes parmi les nations, qui sont présentés comme des individus qui font exception à l'ensemble de la responsabilité, de la culpabilité du monde non juif. Ce projet fait son chemin, disons, je vais très vite, évidemment, et donne lieu au vote d'une loi à la Knesset, au Parlement israélien, en 1953, qui crée Yad Vashem. Au départ, cette loi, le projet de loi qui est déposé en mars 1953,
l'article de commémoration des justes parmi les nations a disparu. La commémoration des justes parmi les nations n'était pas au départ prévue pour figurer dans l'émission d'Yad Vashem. Et en fait, c'est les débats parlementaires qui vont la réintroduire par amendement. Donc vous le voyez, c'est l'alinéa 9 de l'article 1. Et ces débats parlementaires, une nouvelle fois, débattent notamment du bien fondé de les honorer. Est-ce que ça ne risque pas de dédouaner l'ensemble des non-juifs alors que l'existence de ces exceptions devrait les culpabiliser? Finalement, dans la discussion, il y a deux choses qui apparaissent. Il y a le fait que, certes, c'est un risque, mais qu'en même temps, ça peut permettre de créer des liens diplomatiques positifs entre deux collectivités, pour le coup, Israël comme État, et les États des justes parmi les nations. Donc là, ils sont vus comme des individus qui représentent des collectifs, cette fois-ci, nationaux. Et plus forcément dans la distinction juif-non-juif, mais plutôt dans la distinction Israël comme État et le reste du monde. La situation... Donc, bon, Yad Vashem est créé en 1953. La mission sur les justes ne donne lieu à aucune politique. Il ne se passe rien de 1953 à 1961. Avec le procès Eichmann, les choses vont changer. Première chose, le procureur, Gideon Hausner, qui va devenir ensuite le président directeur de Yad Vashem, introduit le personnage des justes parmi les nations dans le récit qu'il propose au procès. Tout d'abord, donc il n'y a que 2 témoins non-juifs qui sont cités à la barre. Donc il y en a un, c'est un juriste américain qui a participé au procès de Nuremberg, et l'autre témoin, c'est un pasteur allemand, qui est là pour représenter l'autre Allemagne, la bonne Allemagne. Donc j'ai mis ici, mais je ne vais pas le lire parce qu'on est pressé, la couverture médiatique par Le Monde du procès. Et puis, tout ça, c'est dans le livre. Au-delà de ce témoignage, le réquisitoire final du procureur met en avant, pays par pays, donc là, j'ai mis juste l'extrait du réquisitoire qui traite de l'Europe de l'Ouest, mais par exemple, pour Nadège, à la fin, il dit « Et je ne dois pas oublier la Bulgarie ». Donc tous les pays, même la Pologne, est cité pour que tous les justes de ces pays, ceux qui ont bien agi, soient remerciés. Et donc là, c'est vraiment les individus comme représentants de leur pays, à travers lequel, malgré le procès Eichmann, l'État entend continuer à nouer de relations positives. Et ça, c'est vraiment dans des courriers de Ben Gourion. Il faut veiller à ce que... Bon. Le procès Eichmann et cette mise en avant des justes suscitent énormément de courriers qui sont dans les archives de Yad Vashem, où des juifs de la diaspora disent « Voilà, c'était très bien de juger Eichmann, mais nous, on vit en diaspora, on a besoin aussi de nouer des liens positifs avec les gens qui nous entourent. Il faudrait vraiment compenser l'accusation d'Eichmann par des reconnaissances positives. » Donc c'est ce qui se passe d'une façon que j'appellerais artisanale, c'est pour aller vite. En mai 62, donc pendant le procès, pour la première fois lors de Yom HaShoah, des justes sont honorés. Donc le choix des justes, 12 justes, bien entendu, sont invités à planter leur arbre dans le jardin de Yad Vashem. Ils sont choisis de manière très artisanale, c'est-à-dire que juste les communautés d'originaires présents en Israël sont contactés. Est-ce que vous n'avez pas un de ceux qui vous ont aidé pendant la guerre qui serait de passage, qui ne voudrait pas planter un arbre? Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? C'est vraiment ça au début. Parce que c'est une perspective diplomatique. Il n'y a pas de logique de jugement du bien, en fait. Donc, c'est, voilà, pour vous illustrer l'enjeu diplomatique, donc c'est Golda Meir que vous voyez là, la ministre des Affaires étrangères, qui prend la parole ce jour-là. Or, mais je vais le dire vite, il y a toute une polémique autour du cas Schindler. Schindler figure par les 12. Finalement, parmi les 12, ils sont 11 à planter l'arbre. Et ils ne le plantent pas parce que certains contestent le bien fondé du choix d'Oskar Schindler. Suite à ça, une procédure va être créée pour sortir de ce que j'ai appelé artisanal, pour qu'il y ait quelque chose de réglementaire. Je vais y revenir. À ce moment-là, la France est complètement absente. Parmi les 12 justes, il n'y a pas de Français. Et c'est principalement, enfin c'est que d'ailleurs, des justes d'Europe de l'Est, et principalement polonais, notamment des Polonais qui ont suivi leurs sauveteurs, parce que comme vous le savez, après la guerre, les gens qui avaient aidé des Juifs en Pologne n'ont pas toujours eu la vie facile. Donc certains sont partis en Israël avec les personnes qu'ils avaient sauvées. Donc c'est principalement ces gens-là qui plantent l'arbre. Le premier juste parmi les nations à être reconnu venant de France, c'est un clerc, et donc c'est Jean Fleury.
Et donc là, vous le voyez, il plante son arbre avec une délégation du ministère des Étrangères en 1964. En 1965, la Metro-Goldwyn-Mayer écrit au président Yad Vashem pour lui dire qu'elle voudrait des informations sur Oskar Schindler. Ils ont déjà le projet de faire un film. Et il leur dit « Ah non, il ne faut surtout pas faire Oskar Schindler, il faut choisir l'abbé Fleury. » Parce qu'il est beaucoup plus représentatif de la latitude, je cite, majoritaire de l'ensemble de son pays. Bon, on a la fin de l'histoire, hein, c'est Schindler et pas Fleury qui a été choisi. Mais entre-temps, la direction d'Yad Vashem n'a plus vraiment la main mise sur le choix des justes, puisqu'il y a une commission qui a été créée, là je ne peux vraiment pas rentrer dans les détails, qui est composée à moitié de juges et à moitié de survivants et de résistants juifs, de juges israéliens, et qui va décider sur la base des témoignages à travers 2 critères principaux, le désintérêt de l'acte et le risque. Donc au début, quelques justes français sont nommés. Donc là, j'ai mis Monseigneur Théas et la plantation, c'est en 69, je crois. Mais ça reste très minoritaire. Ce qui est très différent avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont non seulement beaucoup plus de justes aujourd'hui, mais ils ont eu beaucoup plus de justes plus tôt, pour des raisons qui tiennent à la structure de la société hollandaise. C'est-à-dire, comme ça a été dit, 80% font partie d'une église. Avec le système des piliers en Hollande, on se définit par son appartenance religieuse. Évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que la structure de la société française, elle est laïque, donc on ne se définit pas dans l'ensemble de son existence à travers son appartenance religieuse. Donc avoir recours à un titre qui est par définition met en rapport juif et non-juif, comme des définitions strictes, n'est pas aussi évident dans les 2 pays. On pourra y revenir. Bon, donc au départ, c'est vraiment un début de nomination très, très timide. Et ça va changer parce que des collectifs vont se mobiliser pour nommer des individus. Et en reprenant tout, je me suis aperçue qu'en fait, le premier collectif à se mobiliser, c'est les amitiés judéo-chrétiennes, j'appellerais ça globalement, avec un certain nombre de réseaux. Donc, et on le trouve dans les dossiers. Oui, je n'ai pas dit sur quoi je travaillais, mais bon, je peux revenir. Mais là, tout ce que je vous explique, c'est le dépouillement systématique de tous les dossiers, de toutes les archives qui concernent ces dossiers à Yad Vashem et au Comité français pour Yad Vashem qui m'a accueilli pendant des années pendant ma thèse. Et donc, quand on lit les dossiers, on se rend compte que en fait, le premier à essayer de faire nommer des justes, c'est l'abbé Fleury. Et donc, dès 1978, il fait toutes les démarches, il recueille toutes les informations pour faire reconnaître tous les clercs et les laïcs qui ont agi dans la région de Poitiers. Et c'est lui qui organise la première grande cérémonie de justes à avoir lieu dans une mairie en France, à la mairie de Poitiers. Ensuite, après lui, on a le Père Braun, on a les Amitiés judéo-chrétiennes de Nîmes, il en a été question tout à l'heure, et j'avais fait un entretien avec elle à l'époque, c'est vraiment un caractère, Germaine Ribière, qui est reconnue en 1967, mais qui, au début des années 80, travaille systématiquement à constituer des dossiers pour l'ensemble des membres des Amitiés chrétiennes à Lyon. Et enfin, mais il y a plein d'autres exemples, Jeanne Brousse à Annemasse, qui, pareil, à la même époque, va systématiquement faire des dossiers pour tous les prêtres qui ont aidé au passage à la frontière suisse. Donc c'est vraiment cette communauté qui va être les premiers, en fait, à se mobiliser pour la reconnaissance des justes en France. Ils vont créer une association, les Justes des Nations Section Française, en 1981, qui va être hébergée au siège de l'association Rencontre entre chrétiens et juifs, qui, elle, avait été créée en 1966. Donc, à travers les Justes, ils veulent mettre en dialogue 2 collectifs, les Juifs et les chrétiens, mais aussi la France et Israël, puisqu'ils sont tous membres des Amitiés France-Israël, des sections locales de l'association. Ça marche. Il y a plus de nominations, mais ça reste encore modeste. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit, il n'y a pas que les clercs, il n'y a pas que le milieu chrétien qui a sauvé des Juifs pendant la guerre, et la France est un pays laïque, et que donc, pour que ça prenne, il faut qu'il y ait en fait des points pour exprimer de ses souvenirs un peu partout dans tous les milieux de la société. Ce qui, encore une fois, est aussi très différent du cas hollandais. Le cas hollandais s'ajoutant au fait qu'il y a des Juifs hollandais qui sont allés proportionnellement en plus grand nombre vivre en Israël juste après la guerre, et que donc ils ont fait des dossiers très tôt en Israël, alors que ce n'est pas le cas pour les dossiers français. La plupart des dossiers sont faits depuis la France. Voilà. Vous avez encore à peu près 2 minutes. Ouais. Ça, c'est le premier collectif. Donc, il marche, mais de manière limitée. Le deuxième qui va se mobiliser, et il en a été question tout à l'heure, c'est ce que j'appellerais, ils s'appellent comme ça eux-mêmes, les anciens de la résistance juive.
Donc il y avait déjà eu dans les années 69-70, on retrouve dans certains dossiers Annie Latour, donc pareil, je ne vais pas détailler, mais pour ceux qui connaissent, ils connaissent, Annie Latour ou Léon Poliakov qui vont essayer de lancer des initiatives comme ça, mais sans que ça marche. Pour deux raisons. D'abord, en France, le milieu des anciens de la résistance juive n'est pas encore actif, c'est pas encore reconstitué comme milieu d'interconnaissance. Les gens ont construit leur vie. Mais à cette période-là, ils vont tous progressivement être à la retraite, écrire leurs autobiographies et se constituer en association, puisqu'ils déposent le statut de l'association des anciens de la résistance juive en France en 85. En 82, un auditorium à Yad Vashem est créé en hommage aux anciens de la résistance juive en France. Et donc Liliane Klein, qui est une ancienne de la 6e, donc des EI, que j'ai aussi rencontrée à l'époque, et qui était aussi exceptionnelle, ceux qui la connaissent seront d'accord avec moi, je pense, me raconte ça. Jacques Pulver est décédé, donc Jacques Pulver est aussi un ancien de la 6e et d'autres réseaux juifs, comme Denis Sikierski. Et c'est ces gens-là qui, petit à petit, en faisant des dossiers pour eux-mêmes, pour des gens qui ont aidé leur famille, pendant qu'eux, ils étaient en train d'aider les autres juifs, se rendent compte, comme ils disent, que c'est absolument inadmissible qu'il n'y ait pas assez de Français reconnus. Et donc, ils vont se mobiliser pour que ça change. Donc rapidement, pour vous donner une idée de comment ça va se faire. Ça c'est Jacques Pulver, donc ils vont le faire de deux manières. Ils vont faire des appels au témoignage et ils vont changer les cérémonies. Ils vont multiplier les cérémonies et au lieu que ces cérémonies soient rares et dans des synagogues ou dans des lieux communautaires, elles vont être partout. Dans les mairies, au Conseil économique et social, dans les lieux de la République, ce qui va permettre une vraie hybridation du titre dans plein de milieux de la société française. Et donc le titre de Juste va finalement se franciser. En se francisant, il va aussi se diversifier. Donc ça, c'est des tracts qui sont distribués, par exemple, dans les synagogues, pour rappeler. Donc ils se constituent, ils s'appellent les volontaires francophones pour le département des Justes de Yad Vashem. Donc Édouard Simon, c'est Bouli, pour ceux qui connaissent la maison de Moissac. Et c'est eux qui vont ensuite créer l'activité Juste du Comité français pour Yad Vashem. Ça, c'est toutes les cérémonies, la première période et l'autre période. Je suis désolé. Oui, c'est bon, j'ai fini. Et c'est eux qui vont constituer tous les dossiers, la majeure partie des dossiers nominatifs sur les gens du plateau du Chambon, qui va donner lieu à la reconnaissance collective par Yad Vashem. Dans les dossiers, il y a questionnaire Chambon. Ils vont aux réunions des anciens du Chambon, ils remplissent les questionnaires, ils font les dossiers, etc. Finalement, et c'est ma dernière phrase, en 89, ils vont organiser une grande cérémonie à l'hôtel de ville de Paris, où le maire est Jacques Chirac. En 86, il avait déjà mis en avant, comme le dit Serge Klarsfeld, l'importance de la société civile lors de son discours de maire de Paris en 86, mais il n'avait pas parlé des Justes. À partir de 89, à chaque fois qu'il va évoquer cette mobilisation de la société civile, il va incarner cette société civile par le visage des Justes, ce qui, petit à petit, va donner lieu à la reconnaissance et à leur entrée au Panthéon sous le titre de Juste des France, après plein d'autres étapes que je n'ai pas le temps de détailler, mais vous avez, je pense, saisi la logique. Merci. Merci à vous. Et merci donc de nous avoir cadré cette notion, cette histoire de cette notion dans le temps. Je me tourne vers vous, Sébastien Ledoux. Donc à vous de prendre la parole. Vous êtes chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, rattaché au laboratoire du Centre Histoire sociale des mondes contemporains. Vos travaux sont essentiellement consacrés à la mémoire des différents passés historiques, et en particulier à la Shoah, à travers ces acteurs institutionnels, sociaux et culturels. Alors, vous avez aussi publié beaucoup de choses, je ne vais pas ici en faire la liste, mais il est important peut-être il me semble, pour nous tous, de rappeler que votre thèse était consacrée à l'histoire du devoir de mémoire. Vous en avez tiré un ouvrage qui a été republié en 2021 en poche, sous le titre « Le devoir de mémoire, une formule et son histoire ». Et donc, évidemment, on est dans le sujet de votre communication, puisque vous allez nous proposer une réflexion sur justement les justes dans le régime mémoriel du devoir de mémoire. Merci. Merci beaucoup et merci évidemment aux organisateurs. Et en même temps, tout de suite,
Je vais m'excuser auprès d'eux parce que je vais faire un pas de côté, je vais être légèrement décalé par rapport à ce qu'on attendrait de moi, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est que je savais que Sarah allait parler des justes, et donc c'est la spécialiste de cette mémoire des justes, et donc je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais dire, moi, de mieux et de plus qu'elle. Et puis pour la deuxième raison, il s'agit en fait d'une communication qui va être une forme de réponse à une question qui m'a été posée l'an dernier et par Jacques Semelin ici présent, et j'avais envie effectivement d'y répondre. Donc voilà, excusez-moi, je plaide coupable et j'espère que vous me pardonnerez. Alors cette communication effectivement a pour origine donc une discussion qui a été initiée par Jacques Semelin l'an dernier avec moi, à propos de la difficulté qu'il a pu rencontrer dans la réception de ses travaux dans les années 2010, en gros, sur la survie des Juifs en France, et notamment donc, sur le fait que 75% des Juifs en France échappèrent à la politique d'extermination, ici en France. Je lui avais fait quelques suggestions très rapides, c'était par écrit, c'était un échange écrit pour tout dire, en revenant sur le contexte que je connaissais un petit peu de la mémorialisation de la Shoah. On est dans les années 1980-1990, et donc notre échange fut brièvement restitué dans son dernier livre qu'on a cité, Une énigme française. Donc mon intervention d'aujourd'hui, je me le permets, prolonge cette discussion en ouvrant la question sur les enjeux de mémorialisation de la survie des Juifs, en regard de mes travaux à la fois donc, sur l'histoire du devoir de mémoire et sur l'histoire de la mémoire de la Shoah, qui évidemment se croisent. Cette question part donc de l'hypothèse, je pars d'une hypothèse, avancée par Jacques Semelin dans le cadre de son expérience de chercheur, d'une difficulté à faire entrer dans des représentations dites collectives, je vais lâcher le mot, de la Seconde Guerre mondiale en France, le rôle des actes d'entraide, de sauvetage des Juifs, mais plus largement donc de la proportion très importante, ça a été dit régulièrement, de ceux qui ont survécu à la guerre et donc évidemment aux politiques de persécution. Son étonnement, si je ne trahis pas trop sa pensée face à cette difficulté, s'est trouvé encore plus grand finalement quand on prend en compte les évocations publiques de ces actes de sauvetage, du rôle des justes par différents vecteurs, par des discours publics, depuis une génération au moins, par la loi de 2000, d'hommage aux justes, par des commémorations, qu'elles soient locales ou nationales, comme donc celle de l'hommage de la Nation aux Justes de France au Panthéon le 18 janvier 2007. Et puis, on a aussi évidemment des évocations par des acteurs particulièrement importants dans l'espace public, au premier rang desquels, évidemment, Jacques Chirac, Sarah l'a nommé tout à l'heure, à la fois comme maire de Paris, puis comme président de la République, et évidemment à l'occasion de son discours du Veldiv de juillet 1995, qui est devenu évidemment un discours référence des politiques mémorielles en France et même des politiques éducatives dans le milieu scolaire. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur ce sujet. Le sauvetage des Juifs a été mentionné, énoncé dans l'espace public à de nombreuses reprises depuis une génération, à travers donc le rappel régulier de la figure et de l'importance de la figure des justes, dans une intention de transmission, de mémorialisation, une transmission qui a fait l'objet donc d'un travail de Sarah. Donc l'interrogation pour un chercheur qui travaille sur la mémoire, du même coup, en devient beaucoup plus intéressante, car nous ne sommes pas face à un schéma classique d'une absence de discours, d'acte de remémoration collective qui expliquerait simplement la difficulté à mémoriser collectivement un fait qui n'a pas été dit, évoqué de quelque manière que ce soit dans l'espace public. Non, nous serions alors face à un fait indéniable, régulièrement énoncé dans le discours public, du sauvetage des Juifs, de la figure des justes, mais sans que la proportion importante de survivants juifs en France puisse entrer, ou en tout cas ait pu entrer encore dans des représentations collectives, je reprends le terme à nouveau, de la Seconde Guerre mondiale en particulier, et du génocide des Juifs. Cette question m'intéresse personnellement, et c'est pour ça que je tente une communication aujourd'hui sur ce sujet, car elle vient soulever des problématiques mémorielles concernant la réception, les médiations, mais aussi la narration, la mise en intrigue du passé, une mise en intrigue qui revêt 2 dimensions, l'institution du sens que l'on donne au passé pour le présent et l'institution d'une mise en temporalité du passé pour l'avenir. Dans quel sens et quelle temporalité, finalement, on a investi un passé, en l'occurrence ici celui du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale,
Finalement, c'est la question que m'a posée Jacques Semelin l'an dernier et à laquelle j'essaye vainement de répondre aujourd'hui avec évidemment quelques pistes qui sont, j'en conviens et j'en suis conscient, extrêmement limitées et réduites. Alors mon propos n'est pas ici de discuter la pertinence de cette hypothèse qui vient d'être évoquée, mais d'esquisser quelques pistes de réflexion sur la mémorialisation de ces faits dans ces années 1880-90, mais finalement on va rester pas mal au niveau des années 1980, dans la société française, qui ont pu donc situer la survie des Juifs dans une proportion importante et inédite en Europe, à la marge d'une mise en récit public de la Shoah formulée donc dans cette fin de XXe siècle, une mise en récit progressivement structurée autour de la formule « devoir de mémoire », et là évidemment je rejoins mon travail sur l'histoire du devoir de mémoire, qui elle-même, cette formule, change de statut en étant de plus en plus employée pour exprimer justement quoi ? Eh bien, l'obligation morale pour chacun des Français dans la société française de se souvenir des Juifs exterminés dans la chambre à gaz. La remémoration collective du génocide au nom du devoir de mémoire s'est vue attribuer progressivement en France plusieurs sens et plusieurs fonctions sociales au cours de ces années 80-90, qui situent donc le terme de génocide dans un sens littéral, et c'est un peu le cœur de mon propos, si vous voulez, dans un sens littéral d'une extermination réalisée, et pas simplement d'une intention d'exterminer un groupe donné. Je rappelle la définition de génocide qui a été définie par la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948, génocide qui est défini comme des actes commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, mais donc on retient la question de l'intention de détruire et non la destruction totale réalisée. Ce sont en fait, me semble-t-il, ces fonctions sociales attribuées à la mémoire de ce génocide qui configurent alors la notion de génocide comme la réalisation achevée d'une politique d'extermination menée par les nazis à l'égard des Juifs d'Europe, évacuant de fait la possibilité d'imaginer la présence de survivants, sauf à la marge. Une telle appréhension du fait génocidaire concernant les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale s'explique par différents facteurs sur lesquels je reviens maintenant rapidement. En tout cas, je reviens sur certains d'entre eux. D'abord, dans les années 1980, un certain nombre d'acteurs et de dispositifs conduisent à dissocier le crime génocidaire à l'encontre des Juifs des autres crimes, notamment à l'encontre des résistants et otages qui ont été déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors jusque-là, on connaît, il y a eu des travaux différents pour établir ce fait. La déportation des Juifs a été régulièrement englobée dans la déportation en général et parfois même occultée jusqu'au début des années 1980. Je prends un exemple que j'ai pu rencontrer dans des archives des anciens combattants. On a une exposition sur la déportation qui est inaugurée au Trocadéro en avril 1982. On est au début des années 1980. Eh bien, cette exposition, qui est organisée par le ministère des Anciens Combattants et les associations d'anciens déportés pour la plupart de la déportation dite de répression, autrefois dite politique, mais on l'appelle aujourd'hui la déportation de répression. Eh bien, en fait, dans cette association, très peu d'évocation, quasiment pas d'évocation de la déportation dite de persécution. On a un courrier de Serge Klarsfeld, qui est déjà le président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, qui n'a pas été invité justement parmi les associations de déportés à préparer cette exposition, et donc qui écrit au ministre des anciens combattants de l'époque, Jean Lorrain, un ami, un proche de François Mitterrand, pour dénoncer cette mise en récit erronée de la déportation en France durant la Seconde Guerre mondiale. Cette dissociation entre les deux déportations s'est construite par des éléments très factuels au cours des années 1980. La mise en avant par les historiens, et dont en premier lieu, justement, Serge Klarsfeld, qui diffuse le nombre de déportés juifs de France, que l'on ne connaissait pas auparavant, donc environ 76 000, à la suite de l'apparition de son livre de mémorial en 1978. Et donc, dans ces années, ce qui est mis en exergue, c'est la spécificité de la déportation dite aujourd'hui de persécution à l'encontre des Juifs, une spécificité qui réside dans le taux de mortalité considérable des Juifs déportés, résultat direct évidemment de la politique d'extermination nazie.
Ce taux de mortalité qui s'élève à plus de 95% est en effet bien supérieur au taux de mortalité des déportés dits de répression, résistants, otages, réfractaires au STO, estimé aujourd'hui à environ 40%. Donc la réalité du fait génocidaire est transmise à ce moment-là, notamment dans les manuels scolaires, par ces chiffres de la très forte mortalité des déportés juifs. La proportion de juifs morts par rapport au nombre total de juifs vivant en France n'est quant à elle pas mentionnée à ce moment-là. La spécificité donc du sort des Juifs déportés par rapport aux autres déportés a ainsi permis à cette époque-là de signifier le fait génocidaire comme une entreprise d'extermination dont on ne pouvait réchapper, sauf à quelques rares exceptions. Cette dissociation entre les deux déportations, de persécution et de répression, s'est faite également dans ces mêmes années 1980, à travers des discours et des pratiques d'ordre judiciaire, corrélant un fait historique, le génocide des Juifs, à une catégorie juridique, le crime contre l'humanité. Elle s'est notamment cristallisée autour du procès de Klaus Barbie, qui s'est tenu donc en mai-juillet 1987, et donc, vous le savez, premier procès jugeant une personne pour crime contre l'humanité en France. Alors, je dois rappeler ici brièvement que la première instruction conduite par le juge Ries, donc suite à l'expulsion de Barbie en France en février 1983, retient au départ contre l'ancien nazi uniquement les crimes commis à l'encontre de juifs et rejette les plaintes déposées par les déportés résistants ou leurs ayants droit. Or, les associations d'anciens résistants et déportés demandaient alors, et depuis les années 1960, que Barbie soit jugé, notamment pour avoir torturé Jean Moulin, qui était devenu donc la figure emblématique de la résistance. L'argument mis en avant par le juge Ries, c'est le suivant. Ce sont des crimes commis à l'encontre des Juifs que je vais retenir, seulement eux, parce que ce sont des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, les crimes à l'encontre des résistants étant des crimes de guerre et qui tombent sous le coup de la prescription 40 ans après les faits. Le génocide des Juifs bénéficie alors, à ce moment-là, au début de l'instruction, on est en 1983-1984, pour la première fois en France, dans une action pénale, d'un cadre juridique qui vient le reconnaître dans sa singularité. Il faut ajouter, dans cet objectif de singulariser le crime génocidaire à l'encontre des Juifs, comme seul pouvant être qualifié de crime contre l'humanité, le rôle du garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, qui joue donc un rôle discret mais majeur dans l'ouverture de cette instruction, ainsi cadrée juridiquement pour ne retenir que les crimes à l'encontre des Juifs. Robert Badinter initie également un projet pour transmettre par ce procès à la population française la réalité du génocide dont les Juifs furent victimes, soit pas simplement un crime parmi d'autres comme ceux commis contre les résistants, mais bien un crime spécifique de crime contre l'humanité ayant conduit à leur anéantissement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était un ancien témoin du procès Eichmann, on a évoqué rapidement le procès Eichmann, témoin, pas au sens judiciaire, bien sûr, mais il avait assisté à une partie du procès Eichmann, il se rappelait extrêmement bien, évidemment, de l'effet que ce procès avait pu avoir sur la société israélienne en étant radiodiffusé. Eh bien, il dépose, Robert Badinter, un projet pour que le futur procès Barbie soit retransmis en direct à la télévision auprès de la population française. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, on a une loi en 1985 à son initiative qui autorisera pour la première fois en France le procès en audiovisuel et en intégralité. Au cours de l'instruction du procès, qui ne retient donc au départ que les crimes commis contre les Juifs, dans les chefs d'accusation à l'encontre de Klaus Barbie, des associations d'anciens résistants et la LDH contestent cette lecture juridique qui les exclut des parties civiles et déposent un recours devant la Cour de cassation composée de plusieurs anciens résistants. La Chambre criminelle de la Cour de cassation leur donne satisfaction à ces associations en décembre 1985 dans un arrêt qui va élargir la notion de crime contre l'humanité aux crimes commis contre des résistants. Les associations des résistants et leurs ayants droit sont donc intégrés à l'instruction du procès et seront donc présents au procès Barbie. Pour autant, le traitement télévisuel du procès Barbie, entre mai et juillet 1987, est focalisé sur le sort réservé aux Juifs et en particulier sur celui des enfants d'Isieux qui vont incarner la réalité du génocide comme une politique d'extermination qui n'épargne pas même les enfants.
La couverture médiatique de la plaidoirie de Serge Klarsfeld, nommant un à un, on s'en souvient, en tout cas pour certains d'entre vous, j'imagine, les enfants d'Isieux, en ajoutant à chaque fois « il n'est pas revenu », va exactement dans ce sens. Même les enfants ne sortent pas vivants de cette persécution du génocide pendant cette période historique. Et donc c'est cela qui recouvre la réalité du génocide pour ceux qui voient, écoutent ces témoignages, ce procès, et donc la plaidoirie de Serge Klarsfeld, qui est vraiment l'un des moments les plus forts pour un procès qui a été extrêmement médiatisé. La mise en avant du génocide pendant le procès par les médias audiovisuels est renforcée par la diffusion pour la première fois à la télévision du film documentaire Shoah de Lanzmann, qui est regardé par environ 5 millions de téléspectateurs pendant 4 soirées de suite. Et on est fin juin, début juillet 1987. Or, Lanzmann a choisi, après des années de tournage, de réflexion et de montage, d'orienter finalement l'intrigue de son film exclusivement sur le génocide des Juifs, en laissant de côté des thèmes retenus jusque-là, comme la vie quotidienne dans le ghetto, la résistance des Juifs ou la circulation de l'information et la réaction des Alliés. Je renvoie à la thèse de Rémi Besson qui a été publiée. Le film qui entremêle des situations différentes, donc le film Shoah, qui entremêle des situations très différentes en Europe, selon les pays, quant au pourcentage de survivants, et qui prend appui sur des témoignages plutôt d'Europe centrale et orientale, décrit une réalité génocidaire conduisant à l'extermination implacable de toute une communauté qui ne correspond finalement pas à la situation française. Le procès Barbie constitue un moment important de polarisation judiciaire et médiatique sur cette réalité du génocide des Juifs incarnée par des destins individuels, singuliers, à partir desquels des identifications sont possibles, comme le sort des enfants juifs d'Isieux, exterminés dans les chambres à gaz, ou des témoignages de rescapés de films, extraits du film Shoah. Il présente le génocide non pas seulement dans une intention d'extermination, vous l'aurez compris, mais dans sa réalisation méthodique, à la fois programmée et présentée comme inéluctable, à laquelle les Juifs d'Europe ne pouvaient échapper. Autre fonction sociale attribuée à la remémoration de la Shoah et qui a pu jouer un rôle dans la difficulté peut-être de penser une survie aussi importante des Juifs en France, c'est celle d'éduquer la population. Ce sera mon dernier point. La Shoah devient, en fait, dans ces années 80, mais surtout 1990, là, pour le coup, j'ai appelé ça l'épicentre, on pourrait appeler ça l'aiguillon ou une matrice, comme vous voulez, d'une mutation majeure des usages du passé et de la gestion institutionnelle des violences du passé. Un cadre référentiel à vocation éducative qui voit donc le passage d'une éducation à la nation, et là je parle vraiment en termes scolaires pour le coup, là, dans le milieu scolaire, donc où on voit un passage d'une éducation à la nation, qui est traditionnelle depuis la fin du XIXe siècle et la construction de l'école par la Troisième République, avec notamment par rapport à la Seconde Guerre mondiale, la primauté du rappel des faits de résistance, la primauté du rappel de la victoire contre le fascisme ou le nazisme, c'est le vocabulaire évolue, mais on tourne autour de ces termes. Donc, d'une éducation à la nation à une éducation aux droits de l'homme, qui se décline par des politiques éducatives dont l'objectif est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la tolérance, le respect du droit des minorités, la promotion du vivre ensemble. Alors, ce passé du génocide est construit socialement dans une nouvelle fonction de socialisation. On lui attribue à ce passé la capacité d'apprendre collectivement le vivre ensemble. Et il est situé en termes éducatifs dans un horizon d'attente précis. Ce souvenir de la Shoah conduit à l'évitement du retour des violences de masse et notamment des crimes contre l'humanité. La mémoire de la Shoah est ainsi investie d'une fonction de conjuration des violences à venir. Et la force de ce discours réside dans son institutionnalisation, finalement, institutionnalisation d'une telle mise en intrigue de ce passé, à la fois sur le plan national, mais on le sait évidemment, sur le plan international, avec, je prends un exemple, l'instauration au début des années 2000 d'une journée internationale le 27 janvier, date symbolique évidemment de la libération entre guillemets du camp d'Auschwitz, intitulée, je cite, « Journée de la mémoire du génocide ». On rajoutera plusieurs génocides après, donc aujourd'hui c'est Journée internationale des génocides, et de la prévention des crimes contre l'humanité. Il s'est donc construit une mise en temporalité du passé génocidaire, prévenir les risques de violences de masse, mise en temporalité de ce passé de génocide dans un horizon d'attente,
ce n'est plus tant la paix et la lutte contre le fascisme, dominante plutôt dans les années 50-60, mais un génocide, enfin le rappel d'un génocide qui établirait la réconciliation, la primauté des droits humains, le respect de la différence, le vivre ensemble. La mémoire de ce génocide devient un lieu prééminent d'éducation des individus sur lequel on investit des politiques publiques. Et je ferai juste une petite parenthèse là-dessus. Cette pédagogisation de la mémoire, comme on pourrait l'appeler, de la Shoah, qui se construit dans les années 80, mais surtout 1990, intervient dans un contexte où l'on observe que l'éducation est chargée par les pouvoirs publics de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux. Ce processus dit de pédagogisation, et je reprends un des recherches anglo-saxonnes, voit le transfert dans les systèmes éducatifs d'un nombre croissant d'enjeux de politique publique, finalement, pour tenter de résoudre des problèmes sociaux. Or, c'est dans ce cadre, justement, de transfert que la mémoire de la Shoah a été située progressivement comme un outil à même d'éduquer les citoyens. Nous sommes entrés avec le génocide dans un nouveau type de pédagogisation mémorielle. Alors pourquoi j'évoque cette nouvelle configuration de sens et de fonction éducative attribuée au passé de la Shoah? Eh bien parce que cette fonction éducative, finalement, et c'est mon hypothèse, a fixé le sens historique du génocide des Juifs dans une interprétation littérale où l'extermination a eu lieu jusqu'à terme et n'a pas permis la survie de 75% d'un groupe donné dans un pays comme la France. Cette acception du génocide, dans le sens d'une extermination réalisée, est même, me semble-t-il, peut-être l'une des conditions de la fonction éducative qui a été attribuée progressivement à la remémoration de la Shoah depuis les années 1980. J'en conclus en disant que par son étude, et je reviens à Jacques Semelin, j'ai commencé par lui et je termine par lui, par son étude sur les causes de la survie des Juifs en France, dans une proportion extrêmement importante, 75%, Jacques Semelin est venu finalement brouiller un cadrage mémoriel établi à la fin du XXe siècle et qui s'est réalisé donc par la mémorialisation de deux groupes, l'hommage aux victimes juives d'un génocide, donc qui a exterminé les Juifs d'Europe d'un côté, et l'hommage aux Justes de l'autre, sans que cette juxtaposition entre ces deux groupes, à qui on rend hommage, ne pose aucun problème du point de vue mémoriel. Et au contraire, cette juxtaposition a été finalement posée comme une sorte de point d'équilibre, déjà par Serge Klarsfeld lui-même, on est au début des années 1980 et notamment dans son Vichy Auschwitz en 83-85, il termine comme ça ses conclusions, repris en fait ce point d'équilibre par les allocutions diverses de Jacques Chirac, d'abord celle de 1986 qui est la plupart du temps oubliée alors qu'il est Premier ministre et maire de Paris, puis celle de 1995 évidemment, dans une rhétorique de l'ombre et de la lumière de notre histoire nationale, donc les pages sombres et la lumière, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, vous pourrez revenir sur ces discours-là si vous le souhaitez, de l'ombre et de la lumière de notre histoire nationale, avec donc d'un côté une France responsable des persécutions antisémites qui ont conduit à la réalisation d'un génocide à l'encontre des Juifs, et de l'autre, une France valeureuse et généreuse, incarnée par les justes, ces Français qui ont sauvé les Juifs. C'est une mise en intrigue cohérente du point de vue narratif du passé qui a fonctionné donc par l'assignation de rôles à la fois victimes d'un côté pour les Juifs et sauveurs de l'autre du côté des Français, avec justement des problématiques en termes d'histoire, enfin historiques, qui sont maintenant qui sont posées, il me semble. Les fonctions sociales attribuées à la mémoire du génocide et leur institutionnalisation depuis les années 1990 n'ont fait que fixer davantage cette assignation mémorielle qui a laissé finalement peut-être, donc c'est ça l'hypothèse que j'essaye de défendre, un certain impensé sur le rôle des Juifs eux-mêmes, et on l'a évoqué régulièrement, sur le rôle des Juifs eux-mêmes dans leur survie, sur le rôle des organisations, au détriment des justes présentés comme les Français, comme des personnes civiles. Je me réfère au discours de Jacques Chirac. Donc finalement, sur le rôle des organisations, et puis évidemment sur la question de la survie de 75% des Juifs de France.
Un groupe donc de survivants suffisamment nombreux pour peut-être donc entrer en contradiction narrative avec des représentations sur ce passé génocidaire de la Seconde Guerre mondiale tel qu'il a été mis en récit depuis les années 1980. Je vous remercie. Bon, j'imagine que votre intervention va susciter un débat. Moi, j'aurais 1000 questions à vous poser et des commentaires à faire, mais je ne vais pas les faire maintenant. Je vous propose d'écouter notre troisième intervenant, Nadège Ragarou. Alors, je crois qu'elle va intervenir par écran, par visio. Est-ce qu'elle est avec nous? Vous êtes là. Bien, bonjour. Je suis content de vous rencontrer. Vous êtes aussi, vous êtes une spécialiste, vous êtes directrice de recherche à Sciences Po. Vous enseignez l'histoire du communisme et de la justice pour crimes de guerre. On s'est déjà rencontrés, au moins entendu, à propos de la guerre en ex-Yougoslavie. Vous êtes, pour nous, journalistes, l'une de celles qu'on interroge souvent et qu'on interrogeait souvent dans les années 90 sur ce qui se passait entre 91 et 95. Mais là, vous travaillez aussi sur nombre de sujets. Vous allez intervenir sur la question de l'Église orthodoxe bulgare face à la Shoah. Donc là, on va vraiment, si je peux dire, déporter notre regard, du moins l'éloigner de la France et voir un peu ce qui se passe du côté de la Bulgarie. C'est une situation qu'on ne connaît pas, ou peu, très peu. Et vous allez nous éclairer sur un sujet, encore une fois, très, très méconnu, qui éclaire évidemment la question, mais aussi interroge sur peut-être la France, car vous allez voir, votre communication est tout à fait surprenante. Bonjour, écoutez, merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie d'être à vos côtés, même si ce n'est pas en présentiel. J'étais très heureuse de pouvoir écouter Sarah. J'ai réussi à attraper à temps et Sébastien. Ce qui est assez fascinant, c'est que la configuration bulgare fait véritablement écho à une grande partie des questionnements que vous avez soulevés concernant la trajectoire française. C'est un pays en effet qui est très peu connu. Je vais partager l'écran et vous montrer un PowerPoint afin de faciliter justement cette compréhension. Alors, essayons de voir comment fonctionne techniquement ce genre de choses. Diaporama, début. Voilà. L'Église orthodoxe bulgare face à la Shoah, logique individuelle et collective, le sujet qui nous intéressait en effet était celui des justes. Or, il se trouve que la configuration bulgare est complexe à plusieurs niveaux, au niveau du rôle de l'Église et au niveau de la manière dont on a conçu en Bulgarie les destinées juives. Vous savez peut-être sans doute une seule chose de la Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale, la phrase suivante étant le fait que la Bulgarie n'a pas déporté ses juifs. Et le fait que cette non-déportation de ces juifs serait un mérite collectif attribué à l'ensemble de la nation. La réalité historique est comme souvent beaucoup plus complexe, mais ce qui nous intéresse, ce sont les modes de constitution de ces types de savoirs et de ces représentations. Or, si on descend d'un cran et si on se porte maintenant vers l'Église orthodoxe, on se rend compte que des dynamiques absolument similaires ont conduit à passer de l'un au collectif au total. Alors, nous sommes dans une configuration bulgare dans laquelle l'Église orthodoxe a été, au tournant des années 90, dans un contexte qui était celui de la fin du communisme. Alors, attendez, je viens de déplacer une image et elle ne nous est pas parvenue. Cette fois-ci, c'est possible. Donc, nous sommes 10 ans après la chute du communisme. Le premier gouvernement non communiste à majorité est arrivé au pouvoir en 1997 et parmi ses priorités vont être la réhabilitation des élites intellectuelles, culturelles, dirigeantes, religieuses de la Seconde Guerre mondiale et de la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui débouche sur une mobilisation pour valoriser notamment le rôle de l'Église orthodoxe dans la non-déportation d'une partie des Juifs dans le territoire qui est administré par la Bulgarie. Deux figures en particulier vont être mises en exergue et obtenir le titre de juste par les nations, le métropolite Stéphane de Sofia et le métropolite Kirill de Plovdiv. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, le raisonnement est le suivant. Ces deux métropolites vont être perçus comme en quelque sorte des images, métaphores, allégories
du rôle du Saint-Synode, l'institution dirigeante de l'Église orthodoxe, qui à son tour va être perçue comme étant le reflet, l'incarnation de l'Église orthodoxe dans son ensemble, laquelle, pour faire la bonne mesure, sera considérée comme ayant été un modèle et un porte-parole, voire un miroir dans lequel se réfléchissait l'ensemble du peuple bulgare, qui aurait été donc, par extension, par identité, juste dans son intégralité. Alors, pour essayer de comprendre comment ces déplacements ont lieu, pour essayer aussi d'interroger la manière dont on peut comprendre les interactions entre les dynamiques logiques collective et que j'appellerais globale par une extension que je légitimerai ultérieurement. Je vais revenir très brièvement sur le contexte bulgare, ensuite sur le rôle du Saint-Synode, qui est original, qui est passionnant à étudier parce que nous disposons des archives, notamment publiées grâce à Gania Zanko, qui a joué un rôle énorme dans la connaissance du rôle de l'Église orthodoxe. Et ensuite, je reviendrai sur la question des justes et sur l'échelle à laquelle nous sommes amenés à penser ce qui a pu se jouer pendant la Seconde Guerre mondiale. Premier élément que vous connaissez sans doute, la Bulgarie fut un allié du Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. On lit encore parfois dans la presse ou dans d'autres supports qu'elle fut occupée par l'Allemagne nazie, non. Elle fut membre du pacte tripartite signé en 1941 au printemps. Elle fut alliée du Reich, mais cependant singulier dans la mesure où elle refusa d'envoyer combattre des soldats bulgares sur le front de l'Est en URSS et de déclarer la guerre à l'Union soviétique. Donc nous sommes en présence d'une situation où l'État bulgare a jonglé entre alliance et prudence. Ce jonglage lui a cependant permis d'obtenir des territoires qui ont été repris à la Roumanie, qui avait été concédée au moment des guerres balkaniques et de la Première Guerre mondiale, que vous voyez ici en gris légèrement foncé au nord-est et qui ne nous concerneront pas prioritairement ici, et territoires en revanche pris à la Yougoslavie, dont vous savez qu'elle a été démantelée et qu'elle a été placée sous 5 tutelles différentes. Celles que vous voyez donc à l'ouest, en gris anthracite, sont la Macédoine du Vardar, approximativement le territoire de ce que nous appelons aujourd'hui la Macédoine du Nord, et au nord, la région de Pirot, ce qui est en Serbie. Et puis, si vous regardez au sud de ces très belles montagnes des Rhodopes bulgares, vous avez une partie des territoires de Grèce. La Grèce a été aussi la victime d'une offensive d'abord italienne peu réussie, offensive allemande nettement plus efficace, et la Bulgarie donc a occupé le nord de la Grèce. Or, les destinées des Juifs, et c'est là que commence la complexité historique et donc interprétative, ont été différentes dans ces deux composantes des territoires. Dans le Vieux Royaume, ce qu'on appelle le Vieux Royaume, donc ce sont les frontières d'avant, avril 1941, environ 48 000 Juifs qui détenaient la citoyenneté bulgare échappèrent à la déportation grâce à une variété de mobilisations, et l'étude de la diversité de ces mobilisations sociales en tant que telle est passionnante, et aussi aux pertes militaires allemandes sur le front de l'Est. Comme vous le savez, la plupart des États des Balkans s'observaient mutuellement, se demandaient qui donnait quoi au Reich et regardaient avec une immense attention ce qui avait lieu sur le front de l'Est. Finalement donc, en dépit de ce qui était une intention de les déporter, ils ne furent pas déportés et donc la presque totalité des Juifs bulgares survécurent à la guerre. J'ai dit presque totalité parce que des Juifs bulgares qui vivaient dans des territoires sous contrôle allemand ou même d'ailleurs parfois en France ont fait l'objet de déportation et d'extermination. Par contraste, dans les territoires yougoslaves et grecs, 11 343 Juifs furent arrêtés en mars 1943, internés dans des camps de détention temporaires en Bulgarie et déportés en Pologne sous occupation nazie où ils furent exterminés. Il n'y a quasiment pas de survivants. C'est donc avec ce contraste que l'on doit travailler. On a, vous l'avez vu, un contraste de nature proche dans le contexte français, mais qui n'a pas débouché sur les mêmes conditions de mémorialisation, puisque la mémorialisation à laquelle on a procédé en Bulgarie a été celle
du sauvetage des Juifs bulgares, et donc le terme qui était employé très longtemps, qui l'est parfois encore, était la célébration chaque année, le 9 mars en Bulgarie, du sauvetage des Juifs bulgares, au point parfois d'omettre ou d'avoir une élision délicate de ceux qui avaient été déportés depuis la Yougoslavie et la Grèce, même si maintenant la mention en est régulièrement opérée. Alors, par rapport à cette bifurcation des destinées juives, citoyennes de Bulgarie ou non, puisque les Juifs occupant les territoires qui étaient sous administration bulgare n'ont pas reçu la citoyenneté bulgare, contrairement aux autres habitants, le cas grec est un peu différent, et se sont retrouvés apatrides et non protégés, et donc ont été déportés. L'Église orthodoxe bulgare jouait un rôle absolument essentiel dans la construction d'une nation, d'un État-nation et d'un fonctionnement politique bulgare. Elle a joué un rôle essentiel parce qu'on a attribué à l'Église, on a attribué au Pope, on a attribué aux higoumènes un rôle essentiel dans le maintien d'une notion, d'une identification religieuse, mais également d'un savoir-écrire et également d'un imaginaire national. L'Église orthodoxe a joué de même un rôle essentiel, donc nous sommes dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, au moment de ce que l'on a appelé la Renaissance nationale bulgare, et donc cette centralité explique en partie la manière dont la monarchie, lorsqu'a été créée une principauté indépendante bulgare en 1878, son indépendance est reconnue de fait en 1908, eh bien, va jouer un rôle de pilier de la monarchie, de référence, de lieu de rayonnement. Et donc, les fêtes religieuses sont absolument marquées. Et ici, vous voyez la cathédrale Alexander Nevski, qui a été construite en remerciement à la Russie pour son rôle dans la guerre russo-ottomane de 1877 et 78. Et si vous descendez votre regard et que vous regardez un bâtiment plus sombre qui vous semble être horizontal à gauche, ou presque au centre, il s'agit du Saint-Synode. Et si vous allez légèrement vers la droite, vous allez vous trouver en présence du Parlement. Nous sommes donc bien dans une configuration, la photographie, elle, date des années 30, dans laquelle le pouvoir politique est un pouvoir qui s'adosse à un pouvoir religieux. Quel a été le rôle de l'Église? Il y a 3 moments essentiels, et en fonction des interprétations que l'on veut donner de sa contribution, on met plus ou moins l'accent sur les 3 moments. Le premier, c'est l'automne 1940, le moment où la Bulgarie, qui n'a pas encore signé le pacte tripartite, mais souhaite satisfaire le Reich, va adopter ce qu'on appelle la loi pour la défense de la nation, première loi discriminatoire anti-juive qui va mettre en place la définition de qui est juif, des formes de marginalisation par rapport à une vie citoyenne, par rapport à une vie civique, par rapport à tout un ensemble de professions. Et donc, cette loi entrera en vigueur le 23 janvier 1941, après avoir été signée par le roi. Or, l'annonce, dès le mois d'octobre, par le gouvernement, de la préparation de ce texte, débouche sur une quantité assez stupéfiante de mobilisation d'intellectuels, de responsables politiques, de citoyens ordinaires. Imaginez-vous la Bulgarie. La Bulgarie de 1940 est un pays essentiellement agricole. C'est un pays qui est une dictature personnelle du roi Boris depuis 1935. C'est un pays dans lequel l'idée d'une mobilisation sociale, qu'on appellerait aujourd'hui de société civile, est quelque chose qui semblerait assez anachronique, et tout un ensemble de courriers vont parvenir protestant contre ce qui serait une honte par rapport à l'image de la Bulgarie devant le vaste monde et devant elle-même. À ce moment-là, le Saint-Synode se joint aux protestations, produit une déclaration très sérieuse, très solide, après une longue discussion. 11 voix sur 12 la soutiennent et contestent donc ces mesures contre une minorité nationale. Puis, lorsque se poursuivent les mises en œuvre de politiques anti-juives, ces mobilisations sont régulières, sont constantes, mais comme je vous le montrerai après, sont plus ciblées sur le plan thématique. Au mois de mars 1943, ont lieu des rafles. Des rafles en Yougoslavie, en ce qui était la Yougoslavie et ce qui était la Grèce, occupée. Mais il est également prévu que pour compléter le chiffre, qu'on estime autour de 12 000, on rajoute environ 8 000 juifs bulgares, citoyens de Bulgarie, vivant dans le vieux royaume. Et donc, des listes sont dressées. Il s'agit de se défaire de ceux qui seraient des notables trop visibles, qui auraient trop d'influence,
Se défaire aussi des communistes, bien évidemment. Géo-bolchevisme sont des catégories très utilisées. Se défaire de tous ceux qui en sorte ne seraient pas souhaitables, tout en gardant éventuellement une main-d'œuvre qui pourrait servir pour le travail forcé. L'Église, face à ces mesures, va multiplier par la voie du Saint-Synode, je parle bien de cette institution-ci, des adresses au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, au Premier ministre, va demander une audience avec le roi et va demander qu'une politique humaine soit mise en œuvre envers l'ensemble des Juifs, quelle que soit leur citoyenneté et quelles que soient leurs conditions religieuses autentées, c'est-à-dire qu'ils soient juifs ou qu'ils soient convertis à la chrétienté. Le 3 avril 1943, dans un texte assez remarquable qui fait suite à une réunion du 2 avril, assez éblouissante à lire, est dénoncée une législation raciste qui ne peut être justifiée du point de vue de la morale chrétienne. Et donc ce texte-là est un texte qui clairement signifie que l'Église refuse le principe d'une déportation des Juifs bulgares. Pour ce qui est des Juifs des territoires occupés, ils ont déjà été déportés. Ils ont été déportés soit depuis le port de l'Homme, soit depuis la ville de Skopje en Macédoine du Varvare. Le commissariat aux affaires juives, qui avait été créé en fin août 1942, ne renonce pas pour autant à son idée fixe de réussir à obtenir la déportation de l'ensemble des Juifs de Bulgarie et de tout type de territoire, et donc propose un nouveau plan. Ce plan, en fait, a deux variantes, ou disons deux segments s'enchaînant. La première idée, c'est d'expulser les Juifs de Sofia et de quelques autres villes, de les disperser, mais plutôt vers le nord du pays, c'est-à-dire pas très loin du Danube et des ports depuis lesquels des bateaux pourraient les déporter, et éventuellement, dans une deuxième phase, de les rassembler et de les déporter. Pourquoi une dispersion comme notion, comme logique? Intuitivement, on penserait plutôt à une concentration. En l'occurrence, l'idée de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de tentative de mobilisation juive à Sofia auprès de divers milieux intellectuels ou artistiques afin de faire pression sur le gouvernement et qu'il ne procède pas aux déportations. Face à cela, le métropolite Stéphane demande une audience avec le roi, tente de contribuer à des protections. L'audience avec le roi est faite au niveau du Saint-Synode, mais le métropolite Stéphane a un rôle fondamental. Et dans le même temps, le Saint-Synode se voit fortement invité à cesser d'accepter des conversions à la chrétienté de juifs et décide au mois de mai 1943 qu'il n'en fera absolument rien et qu'il a l'intention de continuer. Ici, donc, vous voyez les textes originaux dont certains ont été mis en ligne sur les sites des archives centrales d'État bulgare, donc la déclaration du 15 novembre 1940 contre la première loi. Vous voyez ensuite le deuxième point qui est celui peut-être qui est un élément de discussion. Pendant 2 ans et demi à peu près, l'Église orthodoxe bulgare, par la voie du Saint-Synode et des circulaires qui sont envoyés dans ces diverses circonscriptions, va mettre surtout l'accent sur les convertis, sur la protection des chrétiens d'origine juive et sur le fait de continuer à accueillir dans le ventre de la mère de l'Église orthodoxe des populations qui souhaiteraient être converties. De fait, cet accent-là est souligné également le 23 mars 1943. L'Église a d'ores et déjà, sous l'influence en partie du métropolite Stéphane, accepté de dire que dans ses textes, elle parlerait non pas simplement des convertis, mais de l'ensemble des Juifs. Et elle écrit aussi un très très beau texte dénonçant le caractère non conforme à la tolérance nécessaire en Bulgarie, non conforme à une certaine morale chrétienne, des persécutions qui sont mises en œuvre contre les Juifs. Mais elle ajoute également que si vraiment il faut mettre des Juifs dans des camps pour des raisons de sécurité, alors qu'à tout le moins on le fasse de manière humaine, et puis qu'à tout le moins on sépare les Juifs des chrétiens, parce que pour des raisons que chacun comprendra, ce ne sont pas les mêmes populations, et ce serait faire offense aux chrétiens que de les placer à côté de Juifs. Le 3 avril a lieu en revanche un basculement de grande importance. On parle en effet du caractère raciste de l'ensemble de la législation contre les Juifs, et l'Église orthodoxe, par la voie du Saint-Synode, je suis toujours au niveau du Saint-Synode, décide de se mobiliser encore pour tenter d'obtenir le fait qu'il n'y ait pas de déportation hors de Sofia au mois de mai des Juifs sophiotes. Ce sera de fait un échec. Mais il y aura de manière récurrente une tentative pour faire en sorte que n'ait pas lieu
cette relégation en province des Juifs bulgares. Alors, essayons de comprendre ces justes mobilisations sociales. Vous voyez, j'ai mis côte à côte le mot juste, qui est censé renvoyer à des individus, avec celui de mobilisation sociale, qui renvoie plutôt à des collectifs. Nous avons nos deux figures, la figure du métropolite Stéphane et celle de Kirill, qui sont en fait très différentes. Stéphane est né 23 ans avant Kirill. C'est un homme qui est mondain, qui est cultivé, qui est polyglotte, Kirill aussi, qui a eu un rôle diplomatique au moment de la commission Carnegie, au moment donc des guerres balkaniques, au moment de la signature d'un accord avec la Turquie en 1913, qui a une posture personnelle pro-alliée, qui écrit d'ailleurs souvent dans la presse, qui se fait aussi très souvent censurer pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui très tôt va souhaiter que l'on se prononce en faveur de tous les Juifs et pas simplement les convertis, très tôt étant donc le mois de septembre. Cela correspond donc à l'après-création d'un commissariat aux affaires juives et à l'après-introduction d'une obligation du port forcé de l'étoile juive et d'un durcissement de l'ensemble des mesures anti-juives, durcissement qui de fait porte en germe le désir d'aller vers un point final qui serait la déportation de l'ensemble des communautés juives, et il cherche à plusieurs reprises donc à faire intercession auprès du roi, sans succès, pour obtenir donc la protection des Juifs. Entre 1945 et 1948, il sera patriarche, mais il sera victime de répression communiste. Il sera envoyé dans un village en 1951 et il mourra en relégation en 1957. Kirill, lui, était natif d'un quartier à majorité juive, celui de Yuch-Bunar, quartier relativement pauvre, dans Sofia, a eu une carrière qui était moins brillante, mais est devenu métropolite de Plovdiv en 1938, Plovdiv étant une ville de très grand prestige et de forte importance en Bulgarie. Il s'était prononcé, j'y reviendrai, pour la christianisation forcée des musulmans bulgarophones, et il s'est distingué en mars 1943 au moment de l'arrestation d'une partie. Vous vous souvenez que j'ai mentionné les 8000 juifs de Bulgarie? Eh bien, les arrestations avaient commencé, et ce fut sur une série d'intercessions, notamment de Dimitar Peshev et de plusieurs députés, qu'il fut possible d'éviter leur déportation. Kirill, qui était à Plovdiv, est allé rassurer ceux qui étaient internés en leur disant qu'il les protégerait et qu'il ferait ce qu'il fallait pour qu'ils ne soient pas déportés. Il était de conviction communiste, il devint patriarche et le demeura jusqu'à son décès en 1971. Vous voyez ici pourquoi je suis en train d'insister sur quelque chose qui est postérieur à la guerre, parce qu'au moment de 2001, où l'on va obtenir la consécration en tant que juste de ces deux métropolites, nous sommes aussi dans un moment où la lutte entre communistes et anticommunistes en Bulgarie va aller progressivement vers une forme de consensus additionnel. C'est-à-dire qu'il y avait dans la perception des communistes une valorisation des résistants, une valorisation du dictateur Dr Zhivkov dans la préservation des vies juives de Bulgarie. Il y avait du côté des anticommunistes une valorisation du roi, une valorisation de l'Église, une valorisation des élites qui étaient bourgeoises. Et progressivement, dans les années 2000, il va y avoir peu à peu une sorte de fusion qui débouche sur une situation dans laquelle, peu à peu, par addition, si vous voulez, les justes tels que conçus en Bulgarie par les ex-communistes vont s'additionner aux justes tels que conçus en Bulgarie par les anticommunistes pour arriver à l'affirmation du fait selon lequel l'ensemble du peuple bulgare, en raison de son historique tolérance, est à l'origine de la non-déportation des Juifs de Bulgarie. Nous sommes en fait en présence d'un double problème méthodologique et intellectuel. Les limites de l'approche individualisante, Sarah les a déjà évoquées. Nous ne sommes pas seulement en présence d'individus, j'ai essayé de vous le montrer, nous avons de très vifs débats au sein du Saint-Synode. Le débat évolue dans le temps, il est divisé, et très étonnamment, certaines figures ont été oubliées, notamment celle du métropolite Paisi de Vratsa, qui est un des tout premiers, qui à l'automne 1940 dit « Nous ne pouvons pas admettre la première loi, car il en viendra d'autres. Et tôt ou tard, la situation sera plus grave. » Deuxième limite de l'approche individualisante, Sébastien l'a évoqué, dans cette approche, les Juifs tendent à être généralement absents. C'est d'ailleurs assez stupéfiant quand on compare l'ensemble des récits disponibles, à part celui de Frederick Shary et celui qui vient de sortir de Jackie Conforty sur la base de témoignages qu'il a collectés, eh bien ce que l'on appelait le sauvetage des Juifs bulgares était fait par des Bulgares.
Et le fait qu'il y ait eu une immensité de mobilisation de figures religieuses, d'avocats, de commerçants, de citoyens plus ordinaires juifs pour parvenir à solliciter le soutien de leurs amis, de leurs proches non juifs, est quelque chose qui a été très longtemps laissé de côté. Et puis le troisième élément, c'est qu'on a travaillé sur des lieux souvent singuliers. On n'a pas travaillé sur la situation de constitution de réseau, sur les formes d'interaction. Dans mon cas, ce sont les villes de Küstenbier, de Sofia et de Plovdiv, par exemple, et sur le rôle des types de sociabilité qui s'étaient déplacés, en fonction d'ailleurs des refuges que cherchaient les diverses populations juives. Et sans ce travail, qui est un travail spatial, territorial et social, je pense que l'on ne peut pas comprendre de quelle manière des mobilisations étaient mises en œuvre pour que n'ait pas lieu une partie des déportations des Juifs administrées par la Bulgarie. A contrario, une définition agrégative des vertus, le terme de vertu étant celui qui est généralement employé dans le contexte bulgare, ne nous aide pas beaucoup non plus. Le fait d'additionner les vertus ex-communistes et les vertus anticommunistes omet quelque chose de très important. L'Église orthodoxe bulgare était favorable au projet de Grande Bulgarie, celui qui était à l'origine de l'alliance de la Bulgarie avec le Reich, et des prêtres bulgares ont été envoyés dans les territoires occupés afin de garantir la bulgarisation de l'ensemble de ces territoires de manière plus ou moins violente selon les territoires. Autre élément qu'on mentionne encore beaucoup moins, c'est qu'à plusieurs moments au cours du XXe siècle, l'Église orthodoxe bulgare a soutenu une politique de conversion qui était encouragée, qui était parfois forcée, de populations musulmanes bulgarophones, qu'on appelle parfois les Pomaks, une terminologie qu'eux-mêmes préfèrent ne pas utiliser pour s'autodésigner. Et en l'occurrence, comme je vous l'avais dit, le métropolite Kirill avait en 1939 rédigé un très long rapport sur comment réussir à convertir à l'orthodoxie les musulmans bulgarophones. Si nous voulons donc comprendre le rôle de l'Église orthodoxe, il faut différencier ses acteurs, il faut aussi différencier ses enjeux. Le deuxième élément qui nous invite à sortir d'une logique agrégative, c'est qu'il peut y avoir coexistence entre, au niveau du Saint-Synode, certaines mesures, et au niveau individuel, d'autres. L'un des exemples les plus connus est celui du métropolite néophyte de Vidin, qui était la figure la plus visible et la plus importante de l'Église orthodoxe, qui, à l'intérieur du Saint-Synode, a joué un rôle important dans les politiques dont je vous ai parlé, et qui, dans le même temps, s'adressait à mon cher Alexander Belev, sachant qu'Alexander Belev était le commissaire aux affaires juives, lui demandant la mise à disposition d'un appartement juif spolié pour son petit-fils en 1943. Et puis, dernier point dans cet enjeu de l'agrégation, je vous ai très peu parlé du bas clergé et des popes ordinaires. Et de fait, c'est un des enjeux qui sont les moins connus dans la configuration bulgare, un des enjeux sur lesquels on a le moins d'archives. Alors qu'on n'ait pas eu d'archives dans lesquelles il y aurait eu des récits de soi ou des récits de vie par des popes à l'époque communiste relatifs à leur rôle dans la non-déportation de certaines populations juives ou dans leur protection, se comprend aisément. Le régime communiste, s'il avait certes un appui auprès du patriarche au nom d'un patrimoine national... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait, je vais conclure. En fait, je vous propose vraiment de conclure en 10 secondes. Je vais conclure, donc nous ne savons pas suffisamment ce que fut le rôle du bas clergé. Pour conclure, si nous voulons donc comprendre le rôle de l'Église orthodoxe, il va nous falloir travailler sur le rapport entre les hauts dignitaires et les popes. Si nous voulons comprendre la notion de juste parmi les nations, il nous faut, mais là, Sarah vous en a parlé, considérer que les mobilisations traduisent autant des enjeux politiques du présent que du passé. Et si nous voulons essayer de comprendre mieux quelle fut l'attitude de l'ensemble des croyants orthodoxes envers les populations juives, nous devons avoir une réflexion sur la population bulgare et sa construction historique. Et vous voyez en haut à droite, côte à côte, à la fois la cérémonie commémorative pour la reconnaissance des deux métropolites et le titre de l'ouvrage que j'ai consacré à l'effort pour essayer de comprendre précisément comment on avait jonglé entre ces logiques individuelles et collectives et comment s'était constituée la compréhension d'une certaine vision de l'histoire de la Shoah en Bulgarie. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Il nous reste vraiment très peu de temps. Ah, on me dit j'ai quelques minutes quand même, un peu plus. Alors, écoutez, je vous propose de lancer un peu le débat, ou en tout cas le dialogue entre nous. Peut-être ma première question sera quand même à vous, Nadège Ragarou, parce que vous nous avez vraiment expliqué cette situation très singulière. Mais comment dire, il y a quand même aussi l'histoire d'un échec, c'est-à-dire que cette Église qui prend la défense, du moins le Saint-Synode, qui condamne de manière assez ferme les lois de persécution, du moins des Juifs bulgares, a échoué dans n'arrive pas à convaincre ni le gouvernement, ni le roi Boris III. Comment expliquez-vous, alors que cette prise de parole était assez claire, cet échec? Au fond, là, oui, il y a une prise de parole publique, mais elle n'a pas vraiment abouti à convaincre ce gouvernement et son roi de faire machine arrière sur la persécution des Juifs. C'est une vraie question extraordinairement intéressante et passionnante à laquelle nous n'avons pas nécessairement une réponse compréhensive. Je pense que l'un des éléments importants était de savoir que après la création d'un commissariat aux affaires juives, qui était soutenu par le ministère de l'Intérieur et qui était soutenu par le Premier ministre, il y avait réellement une vision du fait qu'il y aurait déportation des Juifs. C'était une politique d'État qui a été appelée par l'historien bulgare Rumen Avramov un antisémitisme d'État. Donc, il y aurait eu quelque chose qui était doté d'une certaine puissance. Pour ce qui concerne la politique du roi Boris, c'est un des sites de controverse les plus phénoménaux que l'on ait en Bulgarie, à l'étranger, en Israël, où il y a une opposition entre ceux qui considèrent qu'il a tenté de protéger sans y parvenir et ceux qui considèrent que finalement, il n'était pas hostile à l'idée de suivre la politique de son gouvernement, qui en fait était largement sa politique, puisque le gouvernement était fortement subordonné au monarque. Donc la réponse serait, à partir du moment où il y avait une vision qui semblait relativement claire, sauf à voir le cours de la guerre changer, l'Église n'avait pas la capacité à modifier cette vision. Très bien, je vous remercie. Sébastien Ledoux, si vous voulez bien, j'avais une ou deux questions ou peut-être remarques en même temps à vous faire. Dans votre exposé, qui est évidemment passionnant, qu'on a repris dans le livre avec Jacques, est-ce que malgré tout, il ne manque pas une dimension, ou du moins dans cette prise de conscience, dans cette manière dont la société française va se rendre compte de ce qu'a été la Shoah, il faut du temps. Et il est évidemment qu'il faut du temps, il faut, il faut qu'on passe de l'abstraction au concret. Et il est tellement difficile de penser cette chose qu'est le génocide, que évidemment, d'abord, on va s'intéresser. Je ne dirais pas se focaliser, mais essayer de prendre la mesure de ce qu'a été cette catastrophe. Et catastrophe, évidemment, pour les personnes qui ont été persécutées, mais catastrophe aussi, je dirais, éthique, philosophique. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas... c'est tellement difficile. Moi, je travaille sur le génocide des Tutsis, ça fait 27 ans. Je n'ai pas encore, fait le tour de la question. On ne fait pas encore le tour de la question. Ça ne veut pas dire, et je pense que ceux qui travaillent sur la Shoah n'ont pas fait le tour de la question. Parce que ça dépasse notre intelligence. Du moins, je dirais presque nos connexions intellectuelles. Nous ne sommes pas préparés à penser ça. Et voilà, donc j'avais envie, si vous voulez, de dire cela, et peut-être aussi d'ajouter une autre chose qui est sidérant, et là, vous l'avez très bien rappelé, dans cette bascule des années 90. D'accord, il y a ce discours qui se fait autour des justes. D'accord, il y a je ne dirais pas cette instrumentalisation, mais du moins cette volonté d'éduquer, notamment dans les écoles, pour plus que ça recommence. Mais rappelez-vous, et là je parle devant vous, nous sommes aussi dans une période où il y a la guerre en ex-Yougoslavie. Je reviens sur la question du Rwanda en 1994. Nous sommes devant une situation d'un nouveau génocide. Alors c'est abyssimal ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette volonté que les jeunes gens prennent conscience de ce que c'est que la Shoah, et en même temps, nous sommes, à l'époque, confrontés à des situations d'extermination de masse importantes, immenses, et ça va juste, comme vous le savez, la France a aussi un rôle dans cette histoire. C'est-à-dire que les mêmes qui prennent, pas la défense, mais qui tentent, qui font cette bascule mémorielle importante,
et qui inscrivent la Shoah dans notre mémoire collective sont aveugles, me semble-t-il, aux grandes questions de l'époque, l'ex-Yougoslavie, bien entendu, et je vous rappelle le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La France, comme le président Macron a parlé de responsabilité grave et accablante, et le discours de Jacques Chirac date juste d'un an après. Comment expliquer cet abîme entre ces deux réalités, une prise de conscience nécessaire et une incapacité à lire le monde tel qu'il est? J'ai combien de temps? Une minute? Oui. Mais donc je vais essayer d'être très rapide, hein, mais parce qu'il n'y a pas de lien naturel entre les deux, enfin, je dirais. Alors moi, je ne reprendrai pas le terme d'instrumentalisation, hein, quand je parle de dimension éducative. Moi non plus. Ah bon, d'accord. Donc que finalement la mémoire de la Shoah entre dans une dimension, dans une vocation, une fonction éducative, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas. Enfin, instrumentalisation, il y aura une sorte de jugement de valeur. Moi, c'est pas du tout ma préoccupation et mon approche. En fait, il y a des différentes temporalités. C'est la première chose. Vous le dites, effectivement, la mémoire de la Shoah a une histoire. On a essayé de la retracer plus ou moins bien. Vous savez, j'imagine maintenant qu'on a beaucoup parlé d'oubli pendant les années 50-60, qui a été finalement mise en cause récemment depuis quelques années. Et c'est tant mieux, puisque j'ai été un tout petit peu, dans ma toute petite proportion, l'un des artisans de cette remise en cause de cette historiographie, mais c'est surtout Simon Perregaux qui a balayé brillamment, grâce à sa thèse, cette approche-là. Donc il y avait, je parle de ça parce que ça a été important dans les années 80, je n'ai pas cité, j'avais pas le temps, mais c'est aussi un des éléments de dire oui, il y a eu de l'oubli, et donc maintenant on est sur une rhétorique de dévoilement de ce qu'on a oublié. Bon. Alors, c'est à la fois pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Voilà. Enfin, je vais faire une réponse basique, mais c'est tellement beaucoup plus complexe que ça. Et il y a tellement de choses encore à faire sur la mémorialisation de la Shoah, sur cette histoire-là. Voilà, on n'est qu'au début. Pour moi, en tout cas, il me semble qu'on est vraiment qu'au début. Donc, on essaye de, comme ça, pas à pas, de donner des éléments. Mais pour répondre à votre question, et ça tombe, enfin, je suis à la limite content que vous la posiez, parce que c'est toujours ce que j'ai mis en avant régulièrement, c'est-à-dire effectivement le discours du Veldiv, 92, juillet 92, le Veldiv avec cette polémique, les sifflets, Mitterrand et Robert Badinter qui intervient. On est donc dans un grand moment de commémoration quand même, enfin une date très importante de la commémoration du Veldiv 92, qui va amener ensuite Mitterrand finalement poussé par un certain nombre d'acteurs à faire un décret instaurant une journée nationale de commémoration, donc des persécutions antisémites, donc au moment du Veldiv. Mais en même temps, effectivement, on est sur des massacres quelques jours auparavant de la commémoration, en ex-Yougoslavie, on est face à ces massacres. Effectivement, donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'articulation entre une intention de commémorer et puis ce qui se passe ailleurs. Et même chose, on pourrait faire ce parallèle terrifiant. Enfin, c'est encore plus terrifiant d'ailleurs, puisque on sait de plus en plus les responsabilités au plus haut sommet de l'État dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Fin avril, on est le 24 avril ou le 26 avril 1994, c'est au moment où, justement, j'en ai parlé d'Isieux, c'est au moment où Mitterrand inaugure la maison d'Isieux, le 26 avril 1994. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda à ce moment-là? Donc, en fait, les choses ne peuvent pas s'articuler comme ça, dans des liens de cohérence. Oui, on est dans des politiques mémorielles, c'est une chose, et puis on est dans des stratégies autres, différentes au Rwanda, avec des intérêts différents, avec un cabinet présidentiel différent, etc., etc. Enfin, c'est deux choses qui sont déconnectées, effectivement. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Je pense qu'on n'a plus le temps. Si. On a 2 minutes. En fait, votre question, moi j'ai écrit tout un livre avec Sandrine Lefrance sur cette question, à quoi servent les politiques de mémoire? Et votre question, elle rentre déjà dans la pédagogie dont parlait Sébastien, c'est-à-dire, en fait, il faut, je pense, c'est pas gai, mais revoir les attentes morales qu'on peut avoir dans la transmission de ces passés, et on voit bien, ne serait-ce que par les temporalités, les calendriers qui se croisent, que c'est pas parce qu'on va
rappeler de la meilleure des façons un génocide ou une catastrophe ou une persécution, que ça va prévenir une autre persécution d'arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que je pense que j'étais pas dans la discussion de départ avec Jacques, donc sur les 3/4 des Juifs de France. La question, c'est est-ce que les gens acceptent cette statistique? C'est ça le problème de départ? C'est un peu le Plutôt livre. prendre la mesure. Prendre la mesure. Mais en ouais, fait, les gens, mais prendre la mesure, et d'associer, de combiner cette réalité de cette proportion forte et la réalité du génocide. et comment on détermine que les gens prennent la mesure ou pas? C'est ça la question. Est-ce que si on interviewe les gens sur leur connaissance de la Shoah, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens, pas nous ici bien sûr, qui vont savoir qu'il y a tant de milliers de Juifs déportés de France? Je peux vous le dire, parce que j'ai fait plein d'ateliers dans beaucoup d'écoles, parce que moi, je leur apprends ce qu'est une archive pour leur montrer comment on constitue ces chiffres. Ils ne savent pas pour les 3/4, mais ils ne savent pas non plus pour les 76 000. Et ça, c'est un point... Et en fait, ça vient aussi de cette pédagogie que tu as mis en avant. Donc là, je suis complètement d'accord, mais ça ne marche pas que pour les 3/4. Ça marche pour la connaissance factuelle. Parce qu'à force de vouloir moraliser la transmission d'une histoire, en fait, un certain nombre de ces données internes narratives, enfin, du récit, des faits, disparaît aussi. Bon, je crois qu'on va devoir malheureusement mettre un terme à ce débat qui évidemment est très important, mais je sais que Jacques voudrait intervenir, mais ce n'est pas possible. Donc je vous propose de continuer ce débat tout à l'heure et on va laisser la place donc aux autorités religieuses de ce pays. Restez malgré tout en place parce que voilà, on va quand même vous remercier et puis encore une fois désolé de devoir regarder la montre en permanence. Donc merci infiniment aussi à Nadège en ligne. Merci Laurent pour la modération de cette table ronde. Alors on n'a vraiment pas beaucoup de minutes pour prendre encore la parole, mais Pierre-François Weil apparemment lève la main et souhaiterait peut-être dire quand même un mot. Dans ce cas, je vais peut-être vous passer le... Venez là. Pardon, je voulais juste dire un tout petit mot sur ce que vous avez dit sur Shoah et le génocide de Tutsi. Moi, je partage votre opinion qu'il ne peut pas y avoir de lien dans le comportement des autorités et que c'est bon. Mais je crois que en exprimant ça sur le gouvernement français, vous omettez tout de même une rupture mémorielle qui intervient avec le discours de Jacques Chirac. Et vous évoquiez tout à l'heure la mémoire sur la Shoah. Moi, je crois qu'il y a en gros 3 grandes périodes de mémoire dans notre pays. Et j'en ai vraiment pas pour longtemps. Il y a une mémoire combattante, c'est la mémoire gaulliste. C'est celle qui consiste à mettre la France du côté de la victoire. Et elle va se traduire du reste, vous n'en avez pas parlé, mais dans la distinction institutionnelle que font les autorités administratives très très longtemps sur les déportations politiques et ou sur les déportations entre guillemets raciales, qui sont le statut des déportés, qui n'a rien à voir dans la prise en charge par l'État, parce qu'il y a des combattants d'un côté et qu'il y a des victimes de l'autre. Bon. Et puis ensuite, il y a une mémoire, moi que j'appelle honteuse, mais parce que, voilà, bon, qui est la mémoire mitterrandienne, à mon avis, et qui est encore défendue par un certain nombre de gardiens du Temple, qui n'acceptent pas, au fond, la rupture mémorielle que va faire Jacques Chirac, et qui n'acceptent pas qu'on parle de, entre guillemets, responsabilité de l'État, mise en cause de l'État, en disant Vichy, c'est pas l'État. Enfin, Vichy, c'est pas l'État, mais le Conseil d'État, c'est quand même l'État, et tout l'appareil administratif français reste en présence. Donc, il y a une vraie rupture. Et très curieusement, ce sont les mêmes, mais je pense que c'est un hasard, qu'on retrouve encore dans le combat sur
la responsabilité de la France. Mais je crois que c'est un hasard. Bon. Mais je crois qu'on ne peut pas quand même passer sous... Et puis aujourd'hui, il y a une mémoire qui est la mémoire de Jacques Chirac, qui est une mémoire réconciliée. Bon, enfin, qui est une mémoire dans laquelle deux hémisphères du cerveau se remettent ensemble. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier vraiment cette rupture mémorielle du 16 juillet 1995 qui est absolument essentielle et qui ouvre ensuite, effectivement, le 18 janvier 2007, la place des justes parmi les nations dans la mémoire française. Là aussi, ce qui serait intéressant, mais c'est beaucoup trop long, c'est de voir si, au fond, la volonté qu'on a eue toujours d'identifier les justes à des individus, y compris quand il s'agissait de Monseigneur Saliège ou de Monseigneur Théas, n'est pas une façon, au fond, de dissimuler le fait que si les institutions s'étaient engagées en tant qu'institutions, eh bien, elles auraient encore plus protégé les Juifs de France. On le voit avec ce qui s'est passé en Bulgarie, on le voit à des tas d'autres endroits. Et au fond, l'action d'un certain nombre de hauts dignitaires de l'Église, est-ce qu'elle ne masque pas l'inaction de l'Église au sens plus général en Europe, on peut se poser la question, pardon de le dire comme ça, et l'inaction des autorités politiques françaises dans la même période, qui là aussi aurait pu avoir un rôle encore plus important, puisqu'on voit bien qu'après la déclaration de Monseigneur Saliège, eh bien la politique du gouvernement français du gouvernement de l'État français est obligée de s'infléchir et va forcer ou va diminuer la répression en France. Voilà, pardon d'avoir été trop long. Merci beaucoup.